Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Émigration, motif de départ et conditions de retour au Mali, c'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités sont au nombre de 3 personnes. Kelly Poulet, Dr Kelly Poulet, sociologue, professeur à l'Université de Damiens, Dr Daouda Gari Tunkara, chercheur à l'IMAF, l'Institut des mondes africains, et Fodié Tangoura, docteur également, sociologue, professeur à l'Université de Bamako. Je suis Mouhamadou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Émigration, un phénomène qui touche beaucoup le Mali, beaucoup de jeunes qui quittent le pays pour partir ailleurs. Pour quelles raisons? On va poser la question à Dr Fodié Tangoura. Pourquoi l'émigration? Quels sont les motifs de départ au Mali? Bien, merci à Studio Tamani pour nous avoir associés à ce débat sur le phénomène migratoire. En fait, pour le départ, il y a beaucoup de causes qui sont évoquées par les migrants eux-mêmes. Mais à la base, si on regarde toutes les recherches, on dit que c'est généralement pour rechercher des ressources complémentaires, soit poussées par la pauvreté, ou bien par les guerres, ou bien des gens qui migrent pour aller chercher un savoir. Donc, il y a beaucoup de causes, n'est-ce pas, qui font que les gens se déplacent pour aller en Europe ou à l'intérieur de l'Afrique. Donc, la première vraie cause, c'est à la recherche d'un lendemain meilleur qui pousse les gens à partir. Voilà. La recherche d'un lendemain meilleur. Qu'est-ce que cela peut représenter? Jusqu'où les gens sont prêts à partir? Alors moi, je peux proposer un petit regard décalé parce que je suis plutôt spécialisée sur le Sénégal et notamment les aspirations migratoires des jeunes de Dakar. Et c'est vrai que quelque chose qui ressort beaucoup, justement, c'est au-delà de la pauvreté et de faire tout pour partir, il y a vraiment une dimension existentielle. Partir, comme Fodié le dit, pour devenir quelqu'un, pour être reconnu aussi au pays comme étant quelqu'un de grandi. Alors, jusqu'où ça peut aller, effectivement, la migration irrégulière cause aussi tout un tas de morts. Donc, les gens sont effectivement prêts à beaucoup de choses, en fait, pour cet avenir meilleur. Peut-on dire dans ce cas que le regard de la société est également un motif de départ pour beaucoup de personnes? Oui, je pense. Je pense bien sûr parce que il me semble qu'on part avant tout pour revenir grandi dans le regard des siens et dans le regard effectivement de sa société, sa famille, ses proches. Effectivement. Docteur Daouda Gari Tunkara, il semblerait que le manque d'emploi soit la principale raison de départ. Est-ce le cas? Oui, tout à fait. Il y a du travail au Mali et au Sahel de manière générale, mais c'est un travail qui ne permet pas de gagner de l'argent suffisamment pour vivre correctement, pour se marier, s'émanciper de ses parents, de sa famille, pour être reconnu en tant que personne. Et c'est aussi lié à quelque chose de plus large, c'est-à-dire que nos sociétés ne sont pas performantes économiquement, dans le sens où elles ne sont pas industrialisées. On n'est pas non plus dans l'économie numérique qui est en train d'exploser. Et ça renvoie à quelque chose qui est plus profond ici et dans le reste de l'Afrique. C'est-à-dire que le continent sert à fournir le reste du monde en matière première. Et donc, nécessairement, ça ne produit pas de la valeur, beaucoup de valeur, et ça incite les gens qui voient ce qui se passe ailleurs à aussi essayer de profiter, d'être dans leur monde en fait, de profiter de ce qui se passe et ce qui est disponible. Alors pourquoi ce manque d'emploi? Est-ce une question de mauvaise gouvernance, Dr Fodié Tangoura? Oui, pour le manque d'emploi qui pousserait les jeunes à partir, il y a beaucoup de facteurs. On a longtemps évoqué l'inadéquation entre la formation et l'emploi, le manque de secteur professionnel, de métier, parce que tous les jeunes veulent aller à l'université. Il n'y a pas de cycle intermédiaire ou de cycle moyen qui emploie les jeunes dans le domaine
dans le domaine purement professionnel, de métier et tout, et que dans l'imaginaire même des jeunes, ce qui est bien, c'est d'aller à l'université. Donc tout le monde rêve d'aller à l'université, de devenir cadre, de travailler dans un bureau avec costume, cravate, une secrétaire, et c'est ça la réussite dans la tête des gens. Donc ceux qui n'ont pas ça, eh bien, pensent que l'autre pan de la réussite, c'est d'aller en migration et de revenir avec la preuve de sa réussite sociale. Donc effectivement, le manque d'emploi, c'est surtout l'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est aussi des ressources qui ne sont pas contrôlées et qui ne sont pas destinées aux priorités des jeunes, aux jeunes urbains qu'aux jeunes ruraux. Je pense que c'est essentiellement cela qui peut expliquer la cause, quoi. Et au niveau rural, où la scolarisation des enfants même reste une difficulté aujourd'hui. Oui, mais au niveau rural, il y a également la chute ou le déclin de l'agriculture traditionnelle qui se fait sous sa forme vivrière. Mais les écoles qui sont dans beaucoup de localités fonctionnent très mal parce qu'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de moyens. Donc, ce qui fait qu'au final, ils n'ont pas beaucoup de chances d'aller beaucoup plus loin. Et donc finalement, ça renvoie toujours à la question du chômage et du manque de formation professionnelle qui attend ces jeunes ruraux. Mais encore une fois de plus, que ce soit les jeunes ruraux ou les jeunes urbains, tous aspirent tout de même à faire de la migration, à aller à la migration, à avoir en elle une forme de promotion sociale. Que ce soit des jeunes urbains ou des jeunes ruraux, ils veulent tous aller pour avoir une forme de promotion sociale dans la société de départ. C'est migrer pour vivre un lendemain meilleur. Est-ce réellement le cas? Alors, tout dépend ce qu'on entend par un lendemain meilleur, effectivement. Déjà, tous ne réussissent, enfin, il faut le dire aussi, tous ne réussissent pas à partir parce qu'on est quand même dans un contexte de contrôle des migrations et notamment des migrations du Sud, parce que quand on pense migration, on pense tout de suite migration depuis les pays du Sud, mais les sociétés européennes sont des sociétés aussi avec des populations qui migrent partout dans le monde, mais c'est pas forcément celle-ci effectivement qu'on contrôle. Et donc du coup, ces contrôles, ces politiques migratoires restrictives, déjà elles orientent de plus en plus les routes migratoires qui deviennent de plus en plus difficiles. Donc une fois qu'on arrive à sa destination, après il y a effectivement d'autres embûches selon les pays d'accueil également. Donc c'est pas tout dépend des contextes aussi d'arrivée. D'accord. Les conditions de départ sont-elles toujours justifiées? Parce que souvent, on voit certains des migrants qui quittent leur pays d'origine en refusant de faire certains travaux qu'ils vont faire dans les pays d'accueil. C'est une bonne question, ça. Toute une question de point de vue. On pourrait dire que ça n'est pas justifié qu'on peut travailler ici, mais dans la mesure où le travail est mal rémunéré, où on est exposé à, je sais pas, à des sécheresses, enfin des aléas climatiques, où il y a des problèmes d'évacuation des produits agricoles, où il y a des problèmes de gestion des ressources, pour le dire de façon neutre. La question peut légitimement se poser, la question du départ peut légitimement se poser. Après, à l'extérieur, les gens savent aussi pourquoi ils sont partis, c'est-à-dire gagner de l'argent. Et donc, tous les moyens sont bons pour gagner de l'argent. Donc, Et puis, il y a un autre élément aussi, c'est que socialement, il n'y a pas le même positionnement des individus. Je ne sais pas, par exemple, en France ou en Allemagne, que ici au Mali, il y a des travaux qu'on peut faire et on ne sera pas identifié à un statut, enfin, ça ne sera pas dévalorisé par rapport à ici, en fait. Au-delà des conditions de départ, les migrants également souvent sont confrontés à un problème qui est souligné par de nombreux observateurs, qui est la dépendance de toute une famille sur ces migrants-là.
Oui. Alors bien sûr, ça c'est l'effet pervers, ce que les sociologues appellent l'effet pervers, parce que les villages ou les familles sont habitués à des envois de fonds. Donc ils ont régulé leur consommation au fur et à mesure sur ces envois de fonds-là. D'ailleurs, il y a certaines localités, par exemple à Caille, si vous enlevez la migration, ça devient une sorte de science-fiction en réalité, parce que tous les villages, les investissements immobiliers, les projets d'adduction d'eau, et on leur attribue d'ailleurs 60% des infrastructures dans la région de Caille. Et sans compter les fonds qui sont transférés. Par exemple, l'année dernière, la Banque mondiale, la BCEAO, parle de 508 milliards pour le cas du Mali. Mais les 80% sont destinés à la consommation finale. Donc effectivement, il y a une dépendance chronique des familles, des ménages par rapport aux revenus transférés. Et cela est la conséquence d'une assistance qui a duré depuis plus de 30 ans, n'est-ce pas, des migrants envers leur communauté d'origine. Et c'est un échec des politiques au niveau africain? Alors, je ne sais pas si l'objectif c'était effectivement d'orienter aussi les transferts d'argent des migrants, etc. Peut-être, donc là je serais moins bien placée pour en parler, mais peut-être qu'il y a un échec. Après, il faut rappeler que, comme vous l'avez dit au départ, les raisons premières aussi du départ, c'est d'être perçu comme quelqu'un qui réussit aussi socialement, etc. Et ça passe aussi par l'aide financière à la famille, par un mieux-être au niveau de la famille. Donc par contre, pour les migrants, même si ça pèse aussi sur leur parcours, sur leur trajectoire, d'aider, d'avoir toute une famille à charge, etc. C'est aussi par ce biais que eux réussissent en quelque sorte. Plusieurs migrants meurent avant de partir. La plupart d'entre eux qui partent, vous l'avez dit, ne réussissent pas tous. Alors, dans quelles conditions rentrent-ils également au pays? Alors, il y a ceux qui ont réussi et qui rentrent ou qui rentraient comme des victorieux, des gens qui sont partis un peu au combat pour la fortune et qui ont réussi. Donc c'est quelque chose qui est assez prégnant dans la culture de la mobilité. Je rappelle la chanson de Tita Koné qui s'appelle Djoula, où justement elle décrit la trajectoire d'un migrant qui est parti, qui a fait fortune à l'extérieur. Donc ça, ce schéma-là, ça continue à animer les jeunes hommes, les jeunes femmes, les adolescents aussi. Donc c'est quelque chose de très important. Maintenant, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de richesses qui circulent et il y a beaucoup de gens aussi qui sont exclus de l'accès à ces richesses, quoi. Du coup, les gens ne peuvent pas se résoudre à rester comme ça au pays ou au village, à voir son voisin, son frère, son ami avoir quelque chose et lui ou elle rien du tout. C'est quelque chose qui est humiliant pour une personne, en fait. Donc la réussite est de plus en plus difficile, mais l'espoir, la possibilité de réussir est plus forte que les risques encourus. Docteur Tanguigora, sur la même question. Je pense que pour ceux qui retournent, il y en a qui réussissent. Il y en a qui sont même accompagnés par des dispositifs et qui sont insérés progressivement dans les secteurs d'activité ici. En tout cas, c'est le cas pour la France, parce que tous ne réussissent pas. Il y a des gens qui sont en marge et la politique française en son sein, il y a des dispositifs qui aident les migrants à retourner, le retour volontaire. Sauf que ce retour n'est pas valorisé dans les sociétés de départ. Les migrants qui retournent accompagnés, c'est considéré comme un échec. Et ceux qui retournent et qui doivent également apporter la preuve de leur réussite. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas réussi. Et donc il faut vraiment étaler sa richesse, il faut faire nourrir une famille. Comme le dit Fatou Diom dans Le ventre de l'Atlantique, c'est un roman mais qui explique comment quand un migrant retourne, il doit
montrer la preuve vraiment de sa réussite à travers des liasses de billets qu'on dépense, des gens qu'on fait nourrir. C'est ça la réussite dans notre tête. Mais alors, ceux qui reviennent comme ça sont frustrés et qui sont accompagnés par des dispositifs. Certains redeviennent encore des migrants à nouveau parce qu'ils sont frustrés dans les sociétés de départ, ils sont même taxés, donc ils sont obligés de migrer à nouveau pour chercher à rapporter la preuve de leur réussite. Voilà. Alors il y a les retours volontaires, les retours accompagnés et les retours forcés aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce troisième aspect ? Je peux en parler au niveau en tout cas de la France, en tout cas, même si c'est bien de le rappeler que les départs sud-nord sont minoritaires par rapport au départ sud-sud. J'aime bien rappeler quelque chose comme ça. Alors il y a effectivement des personnes qui se retrouvent dans des conditions loin d'être meilleures dans les sociétés d'accueil et qui se retrouvent sans papier. Qui peuvent effectivement se faire rapatrier, les centres de rétention, se faire rapatrier aussi par la police, par l'État français, et qui là, effectivement, se retrouvent à la fois démunis et humiliés aussi, en quelque sorte, de cet échec. J'avais fait une première étude en banlieue dakaroise. C'était des jeunes qui étaient partis par les pirogues, en fait, vers les îles Canaries. Ils s'étaient fait rapatrier. Et plus personne les avait pris en charge en quelque sorte, parce que ils ne sont pas considérés comme des migrants. C'est ça tout le paradoxe qui s'installe, c'est qu'eux ne sont pas considérés comme des migrants. Donc quand ils reviennent de manière non volontaire comme ça, il n'y a pas de dispositif aussi pour prendre en charge concrètement ces personnes. Peut-être qu'au Mali c'est différent parce qu'il y a des associations maliennes, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Mais là effectivement il y a peut-être aussi une déchéance sociale et ça peut mettre vraiment à mal en tout cas l'individu dans sa personne. Parlons des sans-papiers. Beaucoup déplorent également, quand on prend la France ou d'autres pays d'accueil, ce que ces sans-papiers endurent, souvent qu'on voit dormir dans la rue, sous la fraîcheur et tout. Bon, les sans-papiers existent parce que les conditions d'accès en France et dans d'autres pays se sont durcies. Et donc, nécessairement, ça produit des gens qui n'ont plus de documents et qui n'ont plus de droits. Ces gens continuent quand même à consommer en France ou là où ils sont. Ils continuent à payer des impôts, ils continuent à envoyer de l'argent au pays. Et si par malheur ils sont rapatriés, expulsés vers le pays d'origine, c'est une double déchéance en fait. Et bon, il y a eu des progrès ces dernières années, mais pendant longtemps, c'était des oubliés de la société, en fait. Il a fallu qu'il y ait des associations comme l'association malienne des expulsés, la RACEM, pour commencer à parler de ce problème des gens qui n'ont pas réussi, pour le rendre visible, en fait, et pour interpeller les autorités et nationales et internationales sur le sort de la condition des rapatriés. C'est une question explosive, et j'aimerais aussi ajouter que la question des rapatriés, ça rejoint des questions plus larges, des questions maliennes plus larges. Quand il y a eu la crise en 2012, il y avait des gens qui étaient rapatriés de Libye, de Côte d'Ivoire, et il y en a qui sont, parmi les rapatriés de Libye, il y a eu un traitement inégalitaire entre les ressortissants, certains ressortissants du Nord qui ont eu un soutien du gouvernement et d'autres qui ne l'ont pas eu. En fait. Et ça a créé du ressentiment dans les associations d'expulsés en disant il y a 2 poids 2 mesures. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est en plein dans la crise malienne et c'est une question qui va appeler à se développer dans les années à venir. Toujours concernant ce rapatriement, notamment concernant le cas de la Centrafrique, il y a beaucoup de Maliens qui ont été rapatriés et qui ont tout perdu et aujourd'hui qui estiment qu'ils sont les oubliés de la République.
Oui, bon, c'est un cas spécifique. C'est un pays qui était en guerre et l'État a quand même mis à disposition l'avion pour rapatrier et puis pour les services de sécurité et de la protection civile les ont accompagnés les premières heures de l'arrivée. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas eu de dispositif au-delà de ça pour, par exemple, les intégrer, les accompagner. Voilà, parce que comme les rapatriés de l'Algérie, comme les rapatriés d'Angola, voilà, il n'y a pas eu de dispositif pour ces gens-là. Mais pour le cas de l'Europe, c'est très souvent des gens qui sont inscrits dans une sorte de politique dont l'État veut se rendre beaucoup plus visible avec ses partenaires. Et donc, en disant les migrants qui sont arrivés de France, donc ils sont accompagnés, mais ils ne sont pas tous accompagnés. C'est ceux, en tout cas officiellement, qui ont bénéficié de l'aide au retour volontaire et à la réinsertion qui sont accompagnés. Et c'est l'argent de l'État français. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait un dispositif où l'État même accompagne les rapatriés, mais il y a un traitement inégalitaire dans l'accueil et aussi dans la médiatisation, n'est-ce pas? On rend beaucoup plus visible ceux qui viennent d'Europe, n'est-ce pas? Qui sont accueillis par le ministre et tout ça, voilà. Donc à ce niveau, il y a un traitement inégalitaire, mais ça ne va pas au-delà, quoi. Voilà. Parlant des politiques migratoires, Dr Gari a parlé tout de suite, Daouda Gari, du durcissement des mesures. Quel a été l'impact de ce durcissement de ces différentes mesures? La migration irrégulière. J'aurais tendance à dire que, et ça, un tas d'études le montrent en fait, que que les politiques migratoires en fait se durcissent, mais ne contraignent en rien les départs migratoires qui ont toujours existé, qui ont toujours existé pour tout le monde en plus. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, les routes deviennent de plus en plus dangereuses, les routes ou les traversées. Et du coup, ça a des conséquences dramatiques. Et puis, ça crée des statuts, des nouvelles catégories de sans-papiers, de déboutés. Voilà. On se retrouve aussi, par exemple, en France, parce que quand on pense aux sans-papiers, on pense directement à effectivement ces personnes qui sont déjà parties de manière irrégulière. La majorité des sans-papiers se retrouvent sans-papiers du fait des politiques migratoires. Ces personnes peuvent être étudiantes. D'un seul coup, la préfecture décide, parce qu'elles n'ont pas assez de ressources ou parce qu'elles n'ont pas eu une bonne note à l'examen, etc., que finalement, elle ne peut plus avoir de titre de séjour et cette personne se retrouve sans papier. Donc voilà, on a tout un tas de catégories et des raisons différentes de migration qui amènent à ça. Est-ce que ces politiques migratoires prennent en compte les réalités locales? À mon sens, non. Ces politiques migratoires, en fait, prennent en compte des intérêts nationaux, tout simplement. Donc, mon collègue Faudier a parlé d'un traitement inégalitaire selon les pays de destination. Le traitement inégalitaire, ça traduit aussi un rapport de force, en fait, entre le Mali et les pays d'accueil des Maliens. Donc, en général, ce rapport de force est défavorable au Mali. Donc, et donc les pays de réception des migrants, en fait, décident souverainement de leur politique migratoire, mais aussi de ce qu'ils font des sans-papiers. Longtemps au Mali, c'était un peu silence radio sur la question des migrants, des expulsés. Il n'y a pas d'indemnisation. Les gens se débrouillent par eux-mêmes, en fait. Donc, soit avec des connaissances, des amis, la famille ou les associations maintenant. Et la réinsertion par les dispositifs publics, ça n'existait quasiment pas, en fait. Donc, on ne prend pas en compte les besoins des migrants et des Maliens, pour moi. Y a-t-il donc une nécessité, sinon une urgence, de prendre en compte ces réalités locales dans les différents discours? Oui, alors c'est d'ailleurs l'objet, par exemple, de l'atelier que nous organisons en ce moment-là.
avec Point Sud, l'Université de Francfort, l'Université de Bamako. C'est vraiment la nécessité de prendre en compte les discours locaux, ce qui s'est dit ici chez nous. Parce que les politiques qui se décident ailleurs, comme Daouda l'a dit, c'est en fonction des intérêts et c'est tout. Et les discours qui sont produits ne sont pas forcément des discours qui prennent en compte les réalités locales. Et donc, finalement, on construit des politiques, et ces politiques fabriquent même des migrants en réalité. On se souvient quand les conditions n'étaient pas dures, avant 1974, les gens partaient en France et retournaient. On ne se sédentarisait pas, quoi. Mais avec la crise de 73-74, la circulaire de juillet 74 a durci les conditions. Maintenant, il faut des papiers spécifiques pour accéder au territoire français. Donc, une fois sortis, n'ayant pas la garantie de retourner, les gens se sont sédentarisés. Donc, effectivement, les politiques, n'est-ce pas, tiennent compte des intérêts nationaux. Maintenant, au niveau local, il y a un autre regard sur la migration. Et il y a un autre traitement sur la migration. C'est pourquoi nos États ont du mal à composer avec certaines politiques qui sont décidées parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas les appliquer. Quand on prend en compte la manne financière que la migration génère, et si on dit, bon, il faut signer des accords de réadmission ou bien il faut authentifier que telle personne au consulat est un Malien pour l'expulser, les autorités traînent du pied parce que, voilà, ils n'ont pas forcément intérêt à ce que cette migration cesse en réalité, même s'ils ne le disent pas. Pourquoi acceptent-ils ces accords s'ils savent qu'ils ne peuvent pas les appliquer? Oui, mais c'est une question d'un rapport de force, comme on l'a dit. Le Mali est naturellement dans un cercle de rapport de force et on peut l'accepter théoriquement. C'est comme tous les autres accords, hein, depuis les accords d'expulsion, les accords de réadmission, les accords signés lors du sommet de la Valette. On a du mal à les appliquer sur le terrain. Par exemple, on dit, quand un Malien doit être rapatrié, même si nous signons l'accord, par exemple, même s'il n'est pas rapatrié au Mali, on peut le rapatrier au Sénégal, dans un pays de la CEDEAO, quoi. Donc, mais tout le monde sait que dans la réalité pratique, je ne vais pas philosopher sur signer ou pas signer les accords parce que jusque-là, on n'a pas la vérité sur ça. Mais la signature des accords va impliquer cela. Et donc, les autorités vont dans des rencontres et on signe des papiers, mais en vérité, la réalité du terrain fait qu'on ne peut pas les appliquer sur le terrain. On ne peut pas les dire devant les Maliens de Caille ou je ne sais pas, devant les foyers là-bas que voici les accords. On ne peut pas expliquer. Donc, ce qui fait qu'on traîne le pas, on signe quand même pour avoir des dividendes. Après, on traîne le pas. Voilà. Y a-t-il des choses qu'on cache aux populations locales à travers ces différentes politiques migratoires? Alors, au niveau des politiques migratoires, déjà je pense que les populations n'ont pas forcément conscience de tout ce que ça implique, etc. Là où le débat est intéressant, c'est justement, c'est sur quoi nous on veut se centrer un petit peu, c'est qu'est-ce que disent les populations des différents pays d'accueil, de leur expérience migratoire, qu'est-ce qui se sait aujourd'hui, parce que on a tendance à penser encore aujourd'hui, c'est très ancré, que finalement les populations des sociétés à forte mobilité comme le Mali, comme le Sénégal, etc., n'auraient pas conscience de ce qui se passe ou des conséquences des politiques, etc. Un certain nombre de travaux, et puis nos travaux eux-mêmes montrent que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que c'est pas le cas. Hier encore, on a eu une intervention de jeunes étudiants de Bamako qui expliquaient que les familles ont absolument conscience des risques des migrations. Moi-même, mes travaux ont montré que les populations avaient conscience aussi connaissent ces politiques, sont capables d'en discuter. Les premiers terrains que j'avais faits, c'était à l'époque
un autre président à la tête de la France, les gens connaissaient ce que ça impliquait, connaissaient la situation des sans-papiers, etc. Donc je pense que une des représentations à laquelle il faut tordre le cou un petit peu, c'est que les gens auraient absolument pas conscience de ce qui se passe. Il n'y a pas de déficit d'information sur ce point, je pense. Prendre en compte les réalités locales, quelles sont ces réalités-là, Docteur Daouda? Alors, les réalités locales, bon, ça rejoint des problématiques plus larges. C'est simplement vivre décemment, en fait. C'est-à-dire pouvoir circuler, avoir des routes, pouvoir se soigner, pouvoir envoyer ses enfants à l'école, vivre simplement, en fait, avoir du travail, enfin être suffisamment rémunéré pour ses productions. Donc ça, ce sont des choses plus larges qui dépendent à la fois du Mali et qui le dépassent, en fait, parce que par exemple le prix des matières premières n'est pas décidé par le Mali, mais décidé à l'extérieur. Donc là, ça impacte directement les paysans, tout le monde en fait, parce que les ressources ici, c'est les paysans essentiellement. Donc, il faudrait que les gens puissent gagner un peu plus d'argent, vivre correctement. Ça, mais c'est un élément qui est connu, hein, mais qui n'est pas pris en compte dans l'élaboration des politiques internationales, parce que ça va contre des intérêts ou privés ou nationaux. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre élément que j'aimerais souligner, c'est sur la gestion des ressources publiques. Bon, ça c'est un problème au Mali, mais pas seulement, parce qu'il y a le bien public, comme on le perçoit depuis la période coloniale, ça ne nous appartient pas. Donc on peut en disposer, quoi. Donc là, il y a une mentalité à changer aussi. Et bon, voilà. Ces réalités locales sont-elles connues des différents dirigeants ou est-ce qu'elles sont tout simplement négligées? Oh, je pense que c'est connu, hein, mais c'est connu, mais bon, peut-être que ce n'est pas très bien connu du côté des pays d'accueil. Mais pour ce qui concerne nos dirigeants eux-mêmes, ils savent plus ou moins comment est-ce que les gens migrent et pour quelles raisons et pourquoi les gens insistent davantage sur ce phénomène migratoire. Par contre, ce qu'ils ne savent pas ou ce sur quoi ils ferment les yeux, c'est vraiment la persistance du phénomène. C'est-à-dire que comment arriver à bout, comme les autorités se rendent à beaucoup de rencontres avec des partenaires pour justement fixer les populations potentiellement migrantes pour que les gens ne migrent pas dans des conditions irrégulières. Et donc, à ce point-là, il y a très peu de campagnes. Les autorités sont peu au courant de la force, n'est-ce pas, de ce phénomène. Ils savent que ça existe, mais comme il n'y a pas de campagne à l'intérieur toute l'année, sauf si une campagne est financée par des partenaires, donc on fait des campagnes sporadiques, après on arrête. Et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre qui est fait. Donc ils savent que le phénomène persiste, mais jusqu'à quel point et comment en venir à bout. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de faiblesses de l'État à ce niveau-là parce qu'il n'est pas sur le terrain. Il est à Bamako, il signe des accords et puis dans les bureaux feutrés, il y a très peu de délégations qui vont à l'intérieur, au fond fin, pour voir quelle est l'ampleur et comment est-ce qu'il faut l'endiguer. Je parle de la formation, de la forme irrégulière de la migration. Donc autant ils sont informés à travers les rencontres, les instances, autant l'État n'est pas informé sur les réalités pratiques au niveau local, n'est-ce pas? Voilà. Quel pourrait être l'intérêt que ces États, ces dirigeants pourraient avoir en fermant les yeux sur ces réalités locales? Serait-ce d'accéder au pouvoir ou d'y rester? Oui, je viens de dire que c'est une manne financière en réalité. Et cette manne financière, par exemple, est très élevée. Ça, par exemple, c'est 2 fois ou 4 fois plus que l'aide
accordés par exemple par un pays comme la France, qui était à l'époque, il y a 2 ans, 60 millions d'euros. Donc si on regarde, c'est 2 ou 4 fois plus. Donc c'est une manne financière et les migrants ont supplanté l'État dans beaucoup de domaines. Les centres de santé, l'école, même là où ils ont construit une école, ils ont déboursé de l'argent pour rémunérer le personnel. Donc, est-ce que l'État a intérêt à ce qu'un tel système s'arrête ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Voilà. Quel est le rôle des médias dans la méconnaissance ou la non prise en compte de ces réalités locales ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que les médias jouent un rôle jouent un grand rôle justement quand même dans la diffusion d'un certain nombre d'informations, que ce soit les réalités locales que vivent les gens, mais que ce soit les réalités des conditions aussi en migration. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que même sur toutes les campagnes de sensibilisation en fait autour du non-départ en migration, etc. En fait, toutes ces campagnes de sensibilisation, dans lesquelles il y a quand même beaucoup d'argent, elles partent d'un point de départ qui est de dire il faut informer les gens sur ce qui se passe pour pas qu'ils partent, ou il faut informer les gens sur le fait qu'il y a des secteurs d'activité qui recrutent, etc. Les gens sont informés en fait, il faut aller chercher un petit peu plus loin, et je pense que c'est là où vous avez un rôle, mais où tout le monde a un rôle en fait. Est-ce qu'on les informe ou est-ce qu'on essaye de leur faire peur ? Alors, dans les campagnes de sensibilisation, ça, il faudrait effectivement demander directement aux premiers concernés, ceux qui reçoivent ces campagnes, effectivement, de sensibilisation, qui, on l'a vu encore hier, on en discutait hier en atelier, quand maintenant des chercheurs arrivent aussi dans les localités pour avoir un peu des discours sur l'immigration, les gens demandent d'abord si vous êtes un agent de sensibilisation. Donc, du coup, il y a quand même une méfiance parce que, finalement, on va encore nous rabâcher de pas partir, de nous dire que sinon il va nous arriver ça. Mais en fait, on est effectivement au courant. Peut-être une chose pour rebondir sur ce que vient de dire mon collègue qui est hyper intéressant, parce qu'on voit tout le paradoxe. C'est à la fois l'État a des intérêts quand même à ce qu'il y ait des migrants, parce qu'ils investissent aussi dans le développement, dans les écoles, etc., et qui peut soutenir en quelque sorte les dépenses de l'État. Il y a des organisations aussi internationales qui font la promotion aussi des transferts d'argent de ces migrants. Et puis ces mêmes organisations, de l'autre côté, vont essayer de sensibiliser la population à ne pas partir. Mais la population, elle voit ce que représentent les migrants aussi au niveau étatique, que c'est les premiers pourvoyeurs d'emploi aussi dans les pays de départ, etc. Donc la population, comment voulez-vous qu'elle n'ait pas envie de partir également ? Voilà. Les médias, les organisations internationales devraient-elles plutôt changer de stratégie ? Bon, oui, dans la mesure où, sans vouloir généraliser, les grands médias cherchent à avoir le plus d'audimat et donc cherchent aussi à impressionner un peu le public, à les retenir. Donc les images de gens qui traversent la Méditerranée ou le Sahara, tout ça, c'est un peu sensationnel. Bon, ça fait parler, tout ça. Et donc ça écrase tout ce qui se passe sur le terrain, au niveau local, la complexité, ce que disait Kelly sur les informations circulent, les gens savent ce qui se passe précisément. Donc il y a un travail à faire au niveau des médias, au niveau de la ligne éditoriale, disons, des médias, des grands médias en tout cas. Et aussi à creuser la réalité de la migration en Afrique, dans les localités. Mais ça, est-ce que ça intéresse le public occidental ou européen ? Je pose la question. Quelle analyse faites-vous du traitement des questions migratoires au niveau des médias maliens ? Bon, au niveau des médias maliens, je pense que ce traitement, c'est peut-être pas la même chose que dans les médias européens.
parce que la migration, elle est même valorisée, parce qu'il y a même des émissions diaspora, il y a des cas de réussite qui sont évoqués, des gens qu'on invite. Donc, je pense qu'il y a un traitement plutôt positif, mais il y a aussi des débats qu'on voit très souvent sur les risques, sur les migrations irrégulières, et sur beaucoup de choses. Par contre, sur les médias européens, je crois que c'est pour faire peur aux Européens, en réalité. Parce que quand on regarde les médias, on a l'impression que c'est toute la planète qui se déverse sur l'Europe, en réalité. Mais quand on regarde les chiffres, c'est au niveau mondial, sur la migration, c'est 263 millions. Au niveau mondial, vous voyez, c'est quand même pas beaucoup, en réalité, en situation de migration. Alors, si on prend les chiffres de HCR, on dit en 2015, il y avait 1,15 million qui sont arrivés sur les côtes européennes. Alors, en 2017, on parle de 700 000. Et puis, en 2018, on parle de moins de 700 000. Donc, ça diminue, mais on ne voit pas ça dans les médias. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment des migrants qui arrivent en situation irrégulière, à qui on jette des gilets de sauvetage. Donc, mais la réalité des chiffres est que ça diminue. Donc, le traitement médiatique fait que, eh bien, on a l'impression que c'est l'Europe qui va exploser. Mais on ne dit pas que certains pays d'Europe ont besoin des migrants pour financer les retraites. Vous organisez même dans ce cadre un atelier à Bamako. Quel est l'objectif de ce forum? Bien sûr, l'objectif, c'est vraiment de décentrer le discours, c'est-à-dire que de prendre en compte les réalités locales. Qu'est-ce qui s'est dit de la migration localement? Ce qu'on appelle les dits et les non-dits. Donc les récits et les débats locaux sur les migrations. Qu'est-ce que les gens disent ici? Et comment est-ce que c'est perçu ce phénomène migratoire? Et est-ce que par rapport à ce qui s'est dit en Europe, est-ce que c'est la même chose? Donc on essaie vraiment de voir localement ce qui s'est dit de la migration. Ça peut être dans la littérature, ça peut être dans des recherches de terrain, ça peut être même dans les chansons qui célèbrent la migration. Et donc, qu'est-ce que finalement se dit localement, les discours locaux sur les migrations? C'est vraiment l'objectif de cet atelier qu'on organise en ce moment-là depuis le 2 et qui prend fin le 6 octobre prochain. Voilà. Qu'est-ce que ces échanges vont changer dans la situation si elles ne sont pas prises en compte par les dirigeants africains et les dirigeants des pays d'accueil? Alors, déjà, sur les ateliers qu'on mène, une petite chose, moi, qui me paraît assez importante, c'est aussi la journée du samedi, à laquelle les studios Tamani ont bien voulu aussi s'associer. C'est comment les chercheurs, avec aussi les premiers concernés par les migrations, les migrants à travers leur discours, etc., mais aussi les journalistes, et puis ce qu'on appelle communément la société civile, les ONG, etc. Comment en fait tous ces gens peuvent aussi s'asseoir autour d'une table, échanger justement sur ces discours locaux. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit? Comment on peut à un moment donné avoir des représentations qui s'approchent le plus possible de la réalité, de ce qui se dit. Alors après, j'aurais tendance à dire que là, il ne va pas y avoir d'impact tout de suite, mais en travaillant, en sortant déjà du milieu universitaire et de travailler en co-construction, en tout cas, avec les journalistes, les ONG, les associations aussi de Maliens qui seront aussi présents samedi. C'est ça aussi qui peut faire changer le regard, je pense. On reprochait beaucoup plus aux universitaires africains de ne pas trop s'intéresser à ces différentes questions de recherche. Est-ce que la situation est en train de changer? La situation est en train de changer. Elle change parce que c'est une question d'actualité. On parle de migration partout sur la planète. Ceux qui arrivent en Europe, ceux qui traversent l'Amérique du Sud pour aller aux États-Unis, ceux qui essayent d'aller en Australie. On a parlé des Rohingyas en Asie. Donc c'est une question qui intéresse tout le monde. Et donc c'est une question qui intéresse aussi les intellectuels, puisque nécessairement on réfléchit là-dessus. Et il y a de plus en plus de travaux, et c'est une bonne chose parce que c'est une question qu'on connaît mal. Et avec les travaux qui sont en train de se faire, on aura une connaissance plus précise
des réalités locales, des dynamiques locales et internationales. D'accord. La prise en compte des réalités locales dans les différentes politiques migratoires, c'est sur ça que plusieurs acteurs échangent à Bamako autour de la migration. Merci à Dr Daouda Gari Tunkara, chercheur à l'Institut mondial des mondes africains, l'IMAF, à Dr Kelly Poulet, sociologue, professeur à l'Université de Damiens, et Dr Fodié Tandjigoura, chef du département sociologie à l'Université de Bamako. Je suis Mouhamadou Touré. Merci à tous de l'avoir suivi. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Salim Diouara. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri Halud Mauni. Shenni Beri Sigi Kafoba.